je rafale, même si c'est des Mirage 2000. Mais c'est vraiment un plaisir justement et je le fais partager à un ami qui est venu justement du Cateau, hein, il habite à côté du Cateau, enfin à Béquigny plus exactement. Et je dis allez viens voir ça parce que ça vaut le coup. C'est une ambiance, déjà il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus feutré et on a l'impression que l'avion ressort d'autant plus et il y a toute l'ambiance justement de ces mécanos qui est beaucoup plus feutrée. Effectivement, on reste des grands enfants. Et puis c'est l'aboutissement quand même de notre métier, quoi, de pouvoir faire voler indirectement. Je ne suis pas mécanicien avion, je suis en relations publiques, mais on est là aussi pour ça, quoi, pour le montrer à nos visiteurs qui viennent donc sur la base. Et puis en même temps, je prends du plaisir à montrer ce que j'aime, quoi. Là, vous n'allez pas tarder à voir la mise en route de 2 avions. C'est magique. L'avantage du vol de nuit, c'est qu'on voit un petit peu cette flamme qui se trouve derrière l'avion, qui est pas aussi grande que lui, mais c'est vraiment c'est spectaculaire, quoi. Et il n'y a que la nuit où vraiment on voit cette flamme et la puissance que ça a, donc d'un chasseur au décollage. C'est un moment important pour nos anciens, oui. Ils vont participer à l'après-midi récréatif que la base nous offre chaque année. Ils y tiennent, vous voyez, il n'y a vraiment que ceux qui sont tenus par leur douleur ou vraiment absents. Pour ça, tout le monde vient, hein. Ils sont bien contents de venir. Ça nous fait plaisir, c'est une belle journée de détente. Mais c'est la dernière fois, je pense. Et c'est un remerciement de la base pour le bruit des avions. On a un retour pour une fois. C'est la journée des cheveux blancs. Alors pour Cambrai, c'est vraiment une institution puisque c'est en 1972 qu'a eu lieu la première journée pour nos aînés, les aînés des 5 communes situées autour de la base. Blécourt ici, qui est aussi mon village. Ça va ma cousin? Salut. Tu venez ma village, venez. Ça va Christophe? Ça te fait quelque chose d'en venir chez la BA103? Ah, ça faisait longtemps. Ah. Ça faisait longtemps. Ce bal de cheveux blancs, c'est en quelque sorte marquer notre considération et notre reconnaissance aux habitants des 5 villages qui nous entourent, qui nous sont les plus proches, et qui, tout au long de l'année, subissaient en quelque sorte, malgré tout, le bruit des décollages, des atterrissages. On a fait du bruit de jour, de nuit, mais malgré tout, on n'a jamais été aussi bien accueillis sur une base aérienne, dans son environnement, qu'ici à Cambrai. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas partout, sur d'autres bases aériennes, dans d'autres régions. Donc je crois que c'est tout à votre honneur. Et s'il y a des remerciements à faire, c'est nous qui vous les devons. Et ils sont vraiment chaleureux et sincères. La dernière, Vous sentez qu'il nous fait cher? Pour Cambrai, et le Cambrésis, c'était une très grande fierté pour ces communes-là d'avoisiner la base, de participer à la vie de la base. Et la base a fait en sorte d'ailleurs que ce soit tout à fait réalisé dans le concret. Écoutez, c'est normal. C'est un plaisir partagé. Merci, c'est gentil, merci. Quand on voit l'attachement que vous avez tous à notre base, ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait quelque chose. Ouais. C'est comme ça. À bientôt. C'est bon, on peut partir? Ouais, c'est bon. Bon retour à tous et puis un de ces jours peut-être. Allez, au revoir. À bientôt. Dieu vous garde. Oui, il y a des gosses. Non, c'est vrai. C'est dommage.
Oui, nous, ça nous fait quelque chose aussi de voir l'attachement que les gens ont à cette base. Oui. Non, c'est vrai. Et puis réel, l'attachement. Hein. Ah oui. Pas de souci. Hein. Ouais. On en parle autour de nous, c'est vrai. C'est vrai que c'est réel. Enfin. Voilà. La BA-103 ouvre également ses portes lors des fameux meetings aériens. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'aéronautique. C'est une marée humaine qui déferle au bord des pistes en quête d'émotion, de fierté et de prestige. Un meeting aérien sur la base, c'est avant tout une grande fête populaire. Ça fait rêver. Les gens venaient, les jeunes, les vieux, les enfants, parce que c'était le rêve de voir partir ces avions. C'était le rêve aussi d'accueillir d'autres patrouilles. La base a été, et je crois qu'on est un rassembleur. C'est un endroit où les gens se retrouvaient pour participer à une espèce de, je dirais pas de grand-messe, mais presque, dans une ambiance extraordinairement chaleureuse. Pour nous, Cambrésiens, en fait, c'est une page d'histoire qui se tourne et malheureusement qui se termine trop vite. Ça va nous manquer effectivement parce que nous sommes toujours avec ce bruit dans les oreilles régulièrement et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on vient voir ce meeting. On venait déjà auparavant, je dirais, mais on y vient avec le cœur un peu serré parce que c'est le dernier meeting qui a lieu ici. Ça a été effectivement un très beau succès, bien sûr aidé par la météo, mais je crois aussi aidé par le contexte. Les Cambrésiens savaient que c'était le dernier meeting national de l'air organisé sur ce qui a été leur base aérienne. Malgré tout, les meetings de Cambrai ont toujours eu du succès, toujours. Preuve s'il en est de cette affection du Cambrésis pour l'armée de l'air et l'aéronautique en général. On arrive, donc préparer les laissez-passer. Gendarmerie. Bonjour. Merci. Bonne journée. Merci. Alors, le respect, au matin on dit bonjour et au soir on dit au revoir. Voilà. Alors, mon bureau est toujours fermé parce que j'ai les clés des bâtiments qui sont désaffectés. Et puis bon, c'est le perforant, hein, ou passe-partout, ça dépend. Voilà, toutes les clés. Les bâtiments qui sont déjà fermés sont là. Bon, puis des gens à des décors rentrent dans les bâtiments et puis bon, ça cage un petit peu, quoi. Démonte. Donc maintenant, c'est une pièce qui est fermée. Personne n'a la clé. Là, c'est ce qui va rester, l'organe liquidateur. Vous voyez que je suis en train de préparer avec les chefs. Voilà. Et là, on est en train de fermer tout ça, quoi. Voilà. Pour août 2013, tout doit être fermé, ça, on doit être parti. Voilà. Oui, alors le mot démantèlement est peut-être pas forcément le mieux choisi, c'est-à-dire que nous ne cassons rien ici. Par contre, nous fermons le site, effectivement. Il s'agit pour nous, en fait, de reverser le matériel, en tout cas tous ceux qui sont encore utiles et employables sur d'autres bases aériennes, que ce soit du matériel technique, des pièces de rechange, de l'outillage, des véhicules,
que ce soit aussi du matériel d'ameublement, du matériel informatique, du matériel de réseau, des systèmes d'information et de communication, etc. Donc tout ça, la majorité de notre matériel va être reversé sur d'autres bases. Il s'agit également de mettre en sécurité l'infrastructure. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'énergie électrique dans les bâtiments, que les chauffages soient vidangés, purgés. Également sur un plan environnemental, il s'agit pour nous de cesser l'activité d'un certain nombre d'installations classées pour l'environnement, principalement des ateliers sur lesquels nous travaillons et nous allons travailler encore jusqu'en 2013. Donc ils viennent, c'est pour l'hôtel? Pour l'hôtel. Le baptistère aussi? Le baptistère et le tabernacle qui vont enlever. Mais comme j'ai vu qu'il y avait une grue sur ce camion, ce serait judicieux s'ils ont fait du bonheur de faire enlever les cloches. Bah tant qu'à faire parce que on compte, ce serait bien de les tomber. Voilà. Bon, okay, ça marche, on va aller voir l'entreprise. Ici, nous sommes dans la maison des ailes. C'est la chapelle de la base aérienne de Cambrai. Bon, la base ferme, donc la chapelle va être démantelée. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça pèse combien à peu près, cette pierre là? Grosso modo, environ 1800 kilos. 1800 kilos? D'accord. Alors, cette pierre est destinée à l'église des mineurs de Loisier, qui est classée au monument historique. Voilà. Viens par ici avec. Voilà. Ce point fort pour nous, c'est que rien ne soit perdu, rien ne soit oublié et rien ne reste in situ, mais soit reversé pour être après une nouvelle fois utilisé par d'autres et perdurer dans l'histoire et qu'on puisse laisser une petite trace aussi quelque part de la base aérienne 103. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est un pincement au cœur, effectivement, déjà parce que bon, la démarche de démantèlement de la base a déjà commencé il y a quelques temps, mais c'est peut-être la première fois qu'on le voit concrètement. Dès l'instant que ça va être abandonné, qu'il n'y aura plus de militaires, c'est fini, quoi. Je veux pas que ça parte en lambeaux, qu'on vienne voler tout ce qu'il y a ici. Je préfère le voir partir et puis décider où ça va aller. C'est un moment fort. Hein. Ça fait 32 ans qu'on vient là, donc... Vas-y. Stop. Arrête. Mais enfin, tout a une fin. Hein. On y met des serre-joints. Allez, doucement. Comme papa, maman, ce soir de mer. Allez. C'est bon, bien. Je pose. Voilà. C'est fini. Bon, bah voilà. Bon, soulagé, hein? Ouais, soulagé. Savoir qu'une nouvelle vie va commencer pour cet hôtel, c'est bien. Capitaine Cédric Mac, je suis chef de patrouille et j'ai 3800 heures de vol, dont 2000 heures de 2000. Je suis né ici, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ici, j'ai fait mes études dans le Nord et j'ai rejoint la base il y a une dizaine d'années et j'ai passé 10 années extraordinaires sur cette base. Un jour, j'ai dit à mes parents, emmenez-moi dans un meeting aérien, j'aimerais bien voir ça de plus près. Et puis, ils m'ont emmené sur cette base la première fois. Et j'avais 7 ans. Et là, le déclic est né. C'est devenu immédiatement une passion. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse ce métier. Et je me suis donné les moyens de faire ce métier. Cette ambiance familiale qu'on ne retrouve pas sur toutes les autres bases, c'est vraiment très particulier. Et puis quand on est du Nord et accueilli par des gens du Nord, ça peut que bien se passer. Ça n'a jamais été
un souci, le bruit ici, même si évidemment on fait attention à en faire le moins possible pour ne pas déranger les gens. Donc on vole à des altitudes et des vitesses qui sont raisonnables. Mais pour avoir fait plusieurs bases en France, Cambrai est une des rares bases où il n'y a aucune plainte des gens du Nord. On n'imagine pas ce que c'est qu'une heure de vol en Mirage 2000. C'est des heures de préparation pour faire une heure de vol, puis des heures de débriefing, de manière à progresser tout le temps et à atteindre un niveau qui est le meilleur possible pour pouvoir emmener des gens au combat à n'importe quel moment et dans un délai très bref. Alors, la difficulté, tout le monde le sait, tous les pilotes de chasse de France et de Navarre savent qu'à Cambrai, il y a toujours du vent de travers, du vent du nord. Et c'est ça la difficulté, c'est de se poser avec du vent de travers. La vitesse d'atterrissage est aux alentours de 300 km/h. Donc il faut réussir à 300 km/h à poser l'avion sur une distance le plus proche du début de la piste, de manière à, en cas de panne de frein, ne pas sortir de la piste et pouvoir s'y poser en toute sécurité. Je suis un peu ému parce que c'est aussi 2000 heures, mais ça s'arrête là pour moi, de Mirage 2000. Je vais piloter maintenant l'Alpha Jet. C'est un regard sur les années de sacrifice qu'il faut pour en arriver à faire du Mirage 2000. Déjà, monter dans un Mirage 2000, c'est quand même quelques années de sacrifice. Il faut savoir que quand on vole, c'est vraiment une équipe, quoi. C'est un mécano, un avion, un contrôleur aérien, les pompiers, les gens qui entretiennent cette piste. C'est vraiment, je pense à tous ces gens qui quittent la base et qui ont vécu des choses extraordinaires comme moi sur cette base, quoi. C'est assez émouvant. Il faut savoir que là, c'est la dernière fois que je viens sur cette piste et après je partirai sur d'autres cieux. Vous êtes ici donc à Bourlon, donc une commune de 1200 habitants. Donc l'école Saint-Joseph, nous avons 9 classes actuellement, avec 225 élèves, donc répartis donc de la toute petite section jusqu'au CM2. Bourlon est très proche de la base aérienne, donc nous sommes à 5 km donc de la base aérienne de Cambrai, enfin d'Épinois. Et voilà, ça a toujours existé ici, donc à l'école, voilà, la présence d'enfants militaires. Allez, on s'installe, s'il vous plaît. Le premier impact, c'est bien sûr donc là, la mutation du personnel militaire. Donc il va y avoir des retombées, bien sûr, au niveau de l'école. Nous avons déjà subi une fermeture de classe l'année dernière. Donc nous avons échappé tout juste encore cette année à une deuxième fermeture pour les effectifs de l'établissement. Voilà, on est un peu sur la réserve là. Alors, qui connaît la base aérienne de Cambrai? Qui la connaît? Mathéo, ils vont fermer. Est-ce que là, vous avez constaté des changements depuis ces derniers temps? Oui, Blanche? Il y a moins de décollage. Il y a moins de décollage. Sarah? Les avions qui surveillent le ciel, ils sont un peu moins... Il y en a beaucoup moins. Est-ce que toutes les bases vont être fermées? Alors, toutes les bases ne vont pas être fermées. Certaines bases sont fermées. Alors, vous savez, vous avez entendu parler dans l'école que des enfants allaient nous quitter.
parce que les parents, en fait, vont être mutés ailleurs, sur d'autres bases. Par exemple, ici, il y a le papa de Johan qui va être muté en Corse, le papa de Milan sur Orange, le papa d'Aurélia, il est muté sur Tours. Donc, lui, pour l'instant, il fait la route, il va faire la route chaque semaine, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur maison non plus ici. Alors, vas-y, j'ai appris qu'à la place de la base des Pinois, ils vont faire un parc d'attractions. Ça, c'est une annonce. Maintenant, il faut étudier le projet, s'il est faisable ou pas. Et peut-être que ça sera ça. Après, on a entendu d'autres versions aussi, d'autres possibilités de reconversion. Mais là, donc, il faut attendre un peu les décideurs. On entend beaucoup de choses par rapport à la reconversion de la base. Et donc, nous avons essuyé déjà de plein fouet la crise économique. Et là, donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cette reconversion. Bon, ça va? Vous partez quand en formation là? Je pars le 6 août à Rochefort. Le 6 août à Rochefort? Ouais. Et l'organisation au niveau de la maison, tout ça, ça va? Pour le moment, ils vont rester ici. Et puis moi, je fais les allers-retours. Ça va, les semaines sont pas trop longues? Ça va quand vous partez comme ça en formation là? Ils ont l'habitude maintenant. Maintenant, ça va, ils se sont habitués. Entre la Lituanie, le Tchad, ils sont habitués à ce que je parte. Ouais. Regarde, t'es bien à l'école là. Ça se passe bien, donc voilà. Ouais. Au revoir, monsieur. Au revoir, Aurélia. À demain. Et les maths, t'as pas eu? Non. Non. Pas une évaluation d'histoire. Pour les citoyens que nous sommes et l'attachement que nous avons au Cambrésis, bien évidemment. On va d'ailleurs essayer de rendre hommage à cette population qui, depuis 60 ans, nous soutient, et c'est pas un vain mot, et de le faire de belle manière pour laisser une image positive et dire merci à ces gens qui nous soutiennent depuis déjà très longtemps. Forcément, un dernier vol, c'est forcément un pincement au cœur. Pour autant, ça a été un beau vol pendant lequel nous avons survolé la plupart ou une grande partie des communes du Cambrésis pour leur dire en quelque sorte au revoir. Donc je pense que c'était un beau vol, et je m'en rappellerai assez longtemps. Ça faisait partie de nous, quoi, de la vie depuis de Cambrai, depuis tant d'années. C'est émouvant. Ah oui, ça remue les tripes, et puis bon, je me retiens un peu pas chialer. C'est vraiment un hommage qu'ils nous font, déjà de passer pour la dernière fois. Et nous, c'était normal d'être là pour eux, aujourd'hui. C'est vrai que ça va beaucoup, beaucoup nous manquer. Étant donné que c'est la fermeture de l'escadron de chasse A12, c'est une page qui se tourne au niveau de l'armée de l'air, de la base aérienne. Donc ça vaut le coup de venir. C'était incontournable la base. Personnellement, je viens de Belgique pour l'occasion, donc voilà. C'est un plaisir et c'est un peu triste pour les spotters aussi. Garde à vous! Présentez. L'escadron 112 Cambrésis laissera le souvenir d'une unité navigante prestigieuse, servie par des hommes et des femmes animés d'une foi inébranlable au service de l'armée de l'air et de la France. Il ne
faut pas regarder que derrière, il faut regarder devant, il faut regarder l'avion moderne qui est derrière nous, qui est le Rafale, qui emportera les traditions, certaines traditions de l'escadron, celle du Tigre en particulier. Donc regardons devant, ayons le souvenir de ce qui s'est fait, regardons devant, sans état d'âme. Les Mirages eux-mêmes vont rejoindre la flotte de Orange dans leur grande majorité. Très bien. Merci bien. Messieurs. Merci bien. Oh, une dernière fois parce que c'est fini quoi. Lundi, il n'y a plus d'avion, c'est fini. Mais l'avion quand même. Hein. C'est fini quoi. L'émotion, je pense que ce sera plus fort encore au mois de juin, quand on prononcera la fermeture de la base. Quoi. Là pour l'instant, c'est que les avions. Enfin, je pense que la semaine prochaine déjà, ça va nous manquer. Le bruit du décollage, ça va nous manquer. Beaucoup. C'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Non, bien sûr, les conséquences, il ne faut surtout pas les négliger. Cette réorganisation, elle est d'un côté incontournable, parce que, encore une fois, c'est l'effort à accomplir pour bâtir l'armée de l'air et l'outil de défense de demain. Pour autant, effectivement, les conséquences sont importantes pour un territoire comme le Cambrésis. Et c'est pour ça que l'État s'est aussi engagé dans des mesures visant à accompagner ces restructurations, avec la signature en février 2011 d'un contrat de redynamisation de sites défense pour développer certains projets ici dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord, dans l'environnement de la base de Cambrai. La BA-103, elle est chez nous depuis 60 ans, c'est ça? Nos avions, ça fait partie de notre Cambrésis, quoi. Ça risque de faire pas mal de vide, ouais, surtout autour des villages et pour les commerçants. C'est quand même des centaines de personnes qui y travaillent. C'est des fournisseurs aujourd'hui qui vont être à la peine. C'est quand même une manne financière énorme qui s'envole. C'est le cas de le dire, oui, qui s'envole. Maintenant sur le site, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, on entend beaucoup de choses, mais rien n'est fait, rien n'est certain. Ce que chacun souhaite, c'est que cette base aérienne qui fait quand même 350 hectares ne devienne pas une friche. Alors si bien qu'on essaie, quand je dis on, c'est à la fois d'ailleurs les services préfectoraux, mais ce sont aussi les élus, et ce serait en effet de voir comment on peut reprendre en gouvernance cette base. C'est un enjeu régional, c'est pas un enjeu de la ville de Cambrai, évidemment, c'est pas un enjeu du Cambrésis, c'est un enjeu régional. Et donc il faut que la région notamment s'empare de ce dossier. La BA-103, aujourd'hui, est une perspective économique totalement raisonnable pour accueillir différents grands projets. La base arrière, peut-être, et je l'espère, des entreprises qui creuseront le canal Seine-Nord sur une durée de 4 ans. C'est aussi un site d'extension potentielle de la future plateforme multimodale de Marquion. Ce qui compte avant tout, c'est l'emploi, hein, en effet, pour le Cambrésis et pour le Marquionnais, la Rajoie, voilà. Il faut bien qu'il y ait une structure qui aujourd'hui soit reconnue et qui ait les moyens de le faire. Et par conséquent, c'est l'urgence. Et l'urgence, il faut y paraître tout de suite. Mais vous parlez de concertation. Vous parlez de concertation. Et c'est où la concertation? Mais il y a débat démocratique, c'est une chance. Et deuxièmement, il y a volonté face à ce problème majeur, 1500 emplois et plus de 300 hectares libérés, tout simplement de trouver des solutions. Pour les prochaines années, moi j'ai l'impression que ça ne va pas bouger beaucoup. Hein? C'est pour 30 ans ça. Et la base, elle sera comment? Il n'y aura plus rien. Mais attendez, il faut trouver vite un projet. Il faudrait du concret. Il faudrait du concret rapide. Ben oui, ben d'accord. Depuis la fin de notre activité opérationnelle, le 30 mars dernier, avec la dissolution de l'escadron de chasse 112 Cambrésis, eh bien pour nous, le compte à rebours est lancé.
quand ces projets se concrétiseront, quand nous en saurons un peu plus sur quelles sont les infrastructures qui seraient nécessaires de préserver les réseaux d'eau, d'électricité, de systèmes de communication, de chauffage, dans quelle mesure faut-il les garder? Mais il est certain que plus le temps passe, plus l'infrastructure va se dégrader. Alors, au plus tôt les projets sont connus, au plus tôt les projets sont mis en œuvre, le mieux c'est. Depuis l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à en faire. Au total, j'en ai plus de 450. Et j'en ai presque 1280 boîtes d'avance. Ouais, c'est une véritable passion. Autrement, je pense que je n'en aurais pas fait pendant 50 ans. La fabrication par elle-même, c'est déjà quelque chose d'intéressant, mais ce qu'il faut rechercher, c'est l'historique, par exemple. Tout ce qui est... Par exemple, on a beaucoup de magazines actuellement où on trouve beaucoup de détails pour refaire les maquettes à l'identique. On fait les couleurs authentiques. Je vais vous montrer des Mirage 2000 de la base de Cambrai. Celui-là, je pense que c'est le plus beau. C'est celui qui a eu le plus de succès. 2003. Il a volé sur la base, avec cette décoration, avec les grands yeux verts. Le Mirage F1, toujours à la BA 103. Le F1, c'est un avion de chasse, comme actuellement le Mirage 2000, mais déjà d'une génération un peu plus ancienne. Chasseur, c'était surtout la chasse à Cambrai. J'ai déjà dit que s'ils avaient besoin de Mirage 2000, ils pouvaient venir m'en emprunter. De toute façon, c'est un terrain qui ne sera pas à l'abandon, c'est un terrain qui va être occupé. Il y a quelqu'un qui va le reprendre, c'est sûr et certain. Et pour en faire quoi, on ne sait pas. On entend dire beaucoup de choses, mais concrètement, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va s'y passer. Ça ne sera plus jamais une base aérienne, c'est sûr. Malheureusement, pour nous. Il est quand même beau, hein. Il est magnifique. Décoration superbe. Dommage. Aujourd'hui, c'est beaucoup de civils, des anciens et des gens qui aimaient la base, qui sont venus dire au revoir, tout simplement. Ouais, t'as vu, hein, regarde, toute l'herbe, elle reprend déjà sa place, tu vois. C'est signe qu'il n'y a plus de mouvement sur la piste et l'herbe, elle reprend sa place. Ça va repousser un peu partout. Dans la moite cavité, ça reprend son droit, ouais, ça repousse. Ça pousse partout. Voilà quoi, c'est la fin. Ça restera gravé, on va dire. Dans les souvenirs, dans les photos, dans les films, tout ça, ce sera gravé quoi. Certes, les Cambraisiens étaient attachés à leur base, mais je peux vous assurer que les personnels de la base étaient attachés ici au Cambrésis également. Et donc, pour beaucoup, quitter le Cambrésis sera difficile. La mobilité, eh bien, on parle de la mobilité du conjoint. Il y a toujours des difficultés, bien sûr, à être mobile, à rejoindre une autre affectation. On commence à voir un petit peu les conséquences du départ des militaires dans la mesure où en fait on a beaucoup d'immeubles qui deviennent libres, autant à la vente qu'à la location. Et malheureusement, on n'a pas forcément beaucoup d'arrivées pour ou louer ou acheter. Il y a l'inquiétude de l'après, effectivement, on en parle beaucoup. Bon, on espère quand même que nos dirigeants vont trouver des solutions, parce que c'est quand même eux qui vont nous aider à essayer de sortir de cette passe. Garde à vous!
Voilà, la base s'en va. On s'y est accoutumé tout de même depuis quelques mois. Et maintenant, on prend acte du fait accompli. Il n'y a plus d'avion sur cette piste. C'est à la fois une grande page qui se tourne pour la base et pour Cambrai en plus. C'est la fin d'une histoire militaire qui a 2000 ans. C'est vrai que ça va être dur pendant au moins 4-5 ans. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit économiquement ce qui se passe en général dans le pays, c'est difficile. Donc on espère qu'il va y avoir du ressort et que le Cambrésis demain aura un avenir radieux, aussi beau que ce ciel aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, heureusement, on a le ciel, ça fait un enterrement de première classe, même si c'est difficile. Ça a un impact assez loin. Bon, moi, j'habite sur Lens, même à Lens, on en parle de cette base qui ferme et le devenir de ce terrain. Ah, ça, c'est important pour même les élus. C'est important de savoir ce que ça va devenir, quoi. Donc là, c'est la grande question. Alors maintenant, on va continuer le démantèlement parce que bon, malgré tout, on va rester digne. On s'est inséré dans la poitrine, mais bon, on va rester digne. Alors bon, on va continuer le démantèlement. Puis après, je partirai à la retraite tranquille. À la rentrée, chaque kit Plio acheté contribue à soutenir les actions d'handicap international. La météo avec la CPAM Côte d'Opale, simplifiez vos démarches de santé, ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Malheureusement, le temps va se dégrader lentement ce vendredi sur nos régions. Et si le début de journée est encore ensoleillé, en cours d'après-midi, les nuages vont se montrer de plus en plus menaçants et des averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, sont attendues avant la soirée. Sur l'animation satellite, eh bien, on va retrouver la perturbation justement sur le proche Atlantique qui va progressivement gagner l'ouest de la France dans la matinée de vendredi, puis qui va favoriser le développement de ces nuages instables qui vont nous concerner ce vendredi en toute fin de journée. D'ici là, bien sûr, c'est encore du beau temps. En tout cas, sur l'Euro-région, bien à la mi-journée, un ciel qui redevient variable. Vous voyez que les nuages sont de plus en plus présents et ce sont ces mêmes nuages, ces cumulus, qui vont se développer et atteindre le stade de cumulonimbus en fin de journée. Ce sont eux qui donneront les averses et les orages. En tout cas, sur la Côte d'Opale au petit matin, un ciel variable, encore de belles périodes ensoleillées et des températures très élevées au lever du jour puisque les minimales avoisineront les 15 à 16 degrés. On est toujours au-dessus des normales de saison. Pour l'après-midi de ce vendredi, eh bien, on commence avec un ciel d'abord variable, instable, et puis des averses qui vont commencer à gagner le Pas-de-Calais dans un premier temps, puis ensemble du nord dans la journée avec des coups de tonnerre certainement avant la soirée. Les températures maximales, eh bien, elles baissent très légèrement mais restent très élevées, 22 à 27 degrés en bord de mer et encore jusqu'à 29 degrés dans les terres. La tendance maintenant pour les prochains jours, eh bien, ça va se dégrader un peu pour samedi et dimanche. Bon, ça se voit pas tellement sur les cartes, mais ce sont des averses qui devraient plutôt se produire en fin de journée et en soirée, accompagnées d'un coup de tonnerre. Et regardez la tendance pour le début de la semaine prochaine, même si les nuages redeviennent prédominants, les températures restent tout de même très élevées pour la saison. C'est donc l'amorce d'un changement de temps ce vendredi et cela devrait même se poursuivre ce week-end et une grande partie de la semaine prochaine. À demain.
La météo avec la CPAM Côte d'Opale. Simplifiez vos démarches de santé. Ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. C'est comme la confiture, moi je suis là qui sont les tailles. La culture, c'est comme la confiture, moi je suis là qui sont les tailles. C'est Xavier, c'est ça? Ouais. Je sais pas, t'as un couteau dans les mains, tu vas pas faire une tête normale, tu vois. Faut que tu sois un peu effrayant. Je sais pas, quelque chose comme ça. Ouvre la bouche! Ouais, ça va. Ouvre la bouche, ouais, ça peut être top. Ah. Tiens, mets ta main là, comme ça tu te maintiens. Voilà. T'en fais pas, y a pas de problème. Ton nez, ton menton. Ton menton. Voilà. Ferme tes yeux, prends ta respiration, ouvre ta bouche, et c'est parti. Oh, il l'a gommé. Souffle et sors tout doucement, tout doucement. Nico, les gars. Voilà. Regarde sa bouche. Ah, il a pas ouvert la bouche, merde. Vas-y, on va retirer le ton. Et voilà. Oh. La terre, toujours la terre. Toujours la terre. Et les hommes. Et les hommes. Et les hommes dans la terre. Voilà, toujours liés. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Retour à l'origine ou rituel initiatique. Les baptêmes de terre que propose Fred Martin, artiste voyageur et partageur, découlent de ces approches. Mais au-delà du geste artistique proprement dit, il y a le partage et la confiance de celui dont le visage plonge dans la glaise, pour se découvrir ensuite à travers son propre masque. Ces portraits figés dans ces empreintes de plâtre aux couleurs semblables révèlent alors aux acteurs leur preuve d'existence et leur identité. Ouais, c'est marrant, j'avoue. C'est intéressant à faire, j'avoue. Non, faut que tout le monde teste. Bon, voilà. Va vite te laver alors. Merci. Et le doigt levé, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Allah is one. Ah oui. Ouais. C'est un geste religieux alors. Ouais, il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais, moi je me reconnais, mais je ne sais pas si les autres vont me reconnaître. Ouais. C'est un peu gênant. Ouais. Au départ, on pensait qu'ils n'allaient pas du tout adhérer. Et ils ont découvert le projet ce matin lors de la représentation de Fred et de l'explication. Et ils ont tout de suite réagi positivement. Ils sont très volontaires et ils participent au projet tant qu'au masque et aussi à l'entourage, à tout ce qui est cadre et technique. Et une bonne participation des élus. Moi, je me retrouve ici par mes gestes. Les gestes que j'ai fait, c'est avec ça que je me suis retrouvé facilement. Mais pas au niveau des traits du visage. Pas au niveau du nez, parce que mon nez n'est pas comme ça. Mais quand même, ça va, hein, c'est bien. Ça me fait du bien, là. C'est le même geste que j'ai fait quand même ici. Seulement nez, il est parti à côté. Moi, mon nez, il n'est pas comme ça. Les cheveux, ça. Il fallait être comme ça. Ouais. Donc ça vous a intéressé dans l'ensemble. C'est très important, parce qu'on voit notre image ici direct. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. C'est une bonne chose, hein. Comme ça. Très bonne chose. Ouais. L'armée. Comme dans tous les cas, c'est d'abord la rencontre et la surprise pour les participants. Parce que là, il y a vraiment un regard très particulier, il y a une appréhension, il y a ce côté un peu sale. En plus, là, ils ont un âge qui est pas nécessairement le plus facile. Et donc aussi un regard sur soi, un regard par rapport à l'autre qui est très, très fort chez eux, ne pas paraître ridicule. Donc je pense que c'est une belle petite barrière à sauter.
C'est quelque chose que tu as besoin, toi, en tant qu'artiste? La rencontre, oui. Ça nourrit ton travail? Ça nourrit énormément mon travail. Et en plus, c'est lié au voyage aussi. Donc, il y a cette découverte de nouvelles cultures. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des cultures complètement différentes dans un même établissement très confiné. Avec le dénominateur commun qui est la Terre, et qui est la Terre où nous habitons tous. Voilà, et où nous retournerons tous. Au sommaire du Flash Info de ce jeudi 5 septembre, retour sur le record du monde établi par Transocéan hier entre la France et l'Angleterre. Un point sur les travaux de modernisation sur la ligne ferroviaire Dunkerque-Calais. Et enfin, un clin d'œil aux 2400 candidats au concours de sapeurs-pompiers 2013. Ils l'ont fait. Parti 2h23 plus tôt du Cap Griné, Gérard Felzer et Pierre Chabert, à bord de leur Iris Challenger 2, se sont posés dans un champ de blé anglais. Record du monde homologué donc, et accueille en grande pompe des héros à la mairie de Boulogne-sur-Mer pour cette première traversée réussie de la Manche en dirigeable électrique après l'échec de 2011. À la deuxième partie du trajet, au milieu du Channel, le vent a commencé à forcer et puis nous entraîner au large de l'Angleterre. Et on s'est dit, ça y est. Enfin, moi, je me suis dit, en tous les cas, ça y est. C'est reparti comme il y a 2 ans. Il y avait un vent qui nous emmenait en mer du Nord, là, il nous emmène sur l'Atlantique. Et donc, on a joué comme un bateau à voile, en fait. On est une bulle d'air. On est monté, descendu, chercher des vents un peu plus bas, un peu plus haut. Pour nous rapprocher du point le plus probable. On avait 4 destinations possibles qu'on avait travaillé la veille. Et là, on a choisi effectivement la bonne. On a lutté contre ce vent de nord-est, c'est ce fameux nord qui est arrivé qu'on n'avait pas prévu. Et quand on a su que la partie était gagnée, c'est quand on va dire, grosso modo, on a vu la côte anglaise, mais c'était à 3 km de la côte anglaise. Et puis pour l'anecdote, alors l'atterrissage, il n'y avait personne à l'arrivée puisque on avait du mal à communiquer avec les équipes. Et du coup, on a fait comme un hélicoptère, on a fait du stationnaire avec les moteurs face au vent. En essayant de bouger dans un champ, il y avait des lignes de tension et puis surtout on s'est aperçu qu'il y avait un taureau et comme on est habillé en rouge, c'était pas terrible. D'autres défis technologiques dans le déplacement aérien écologique vont suivre dans les prochaines années. Objectif transméditerranée et même transatlantique. La modernisation de la voie ferrée entre Calais et Dunkerque est sur de bons rails. Preuve en est avec la visite de chantier entre Bourbourg et Gravelines ce matin, un chantier titanesque. C'est un chantier de 46 km, c'est un chantier de 40 km d'électrification. C'est un chantier qui prend en compte 58 000 tonnes de ballast, 43 000 traverses. Oui, c'est un chantier titanesque. Des travaux nécessaires et obligatoires pour la région. Rappelons que la Côte d'Opale compte 3 grands ports distants de 80 km au carrefour de l'Europe. Vous êtes au cœur de l'ambition des 3 grands ports, Dunkerque, Calais, Boulogne. Et dans le cadre de la décentralisation, la région a voulu, passionnément voulu, avec l'unanimité de ses élus, que nous ayons les infrastructures adaptées. Nous avons une charnière unique au monde, 2 tunnels sous la Manche. Nous avons une rocade littorale qui est une artère vitale. Et il n'y avait pas de raison pour que le ferroviaire date du Moyen-Âge. Une bonne nouvelle également pour les usagers du rail. Ils rallieront à terme Calais au départ de Dunkerque en 1/4 d'heure contre une demi-heure à 3/4 d'heure aujourd'hui et un cadencement des trains plus important. On passe de 11 à 22 trains de mémoire, 22 trains par jour. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants de l'Ouest, c'est vrai pour Gravelines, mais c'est vrai aussi pour Bourbourg, vont faire le choix de prendre le train plutôt que leur voiture. Les travaux ne sont pas terminés, mais chaque partenaire a déjà en tête le doublement de cette voie. Le port du bonnet de bain est obligatoire. Comme des centaines de jeunes, Alexis Lemierre s'accroche à un rêve depuis son plus jeune âge, celui de devenir sapeur-pompier professionnel. C'est un métier prestigieux, il y a beaucoup d'actions et c'est toujours en mouvement. Et puis il y a aussi le côté où on peut sauver des vies, aider les gens et puis pouvoir se sentir utile pour la population. Pour mener à bien son objectif, il prépare depuis 2 ans le concours 2013. Au mois de mai, comme les 4000 aspirants pompiers au niveau national, il a pris part aux épreuves écrites. Depuis 2 jours, Dunkerque et Gravelines accueillent les épreuves sportives, natation, endurance et parcours Crapa. Le métier de pompier est particulièrement exigeant. On vient tester par les premières parties du concours
l'écrit. Donc on va chercher un niveau scolaire et une capacité à écrire, à réfléchir vis-à-vis d'une problématique, par le français et les maths notamment. Les deuxième partie, c'est l'épreuve physique et sportive à laquelle on assiste là, qui sont en plusieurs niveaux. On va chercher le cardio, respiratoire, on va chercher la résistance musculaire des membres supérieurs, la piscine qui s'est déroulée hier. Voilà, on essaye d'être complet aussi au niveau physique. Et ensuite, pour finir ce niveau complet, on ira chercher la motivation. Motivation, détermination, des qualités indispensables pour faire partie des 700 candidats retenus pour la zone nord. Alexis, lui, a tout donné. La flamme qui l'anime depuis toujours ne s'éteindra pas de sitôt. Du producteur au consommateur, une tendance qui ne faiblit pas. À la ferme du Chêne Vert à Wamil, la cueillette fait le bonheur des clients et permet à Mathieu Bécuve de diversifier l'activité de son exploitation. On a commencé la cueillette à la ferme en 2006, au printemps 2006. Donc c'était mon installation. Donc je suis devenu agriculteur à cette date-là. J'ai rejoint l'entreprise familiale. Je suis le troisième frère de la famille à rentrer dans l'entreprise. Et je souhaitais mettre en place une autre branche de commercialisation, enfin me démarquer de ce que faisait déjà l'entreprise. Donc suite à mes stages d'étudiant, j'ai appris la cueillette et j'ai essayé de la mettre en place chez moi. Aux fraises, produits phares de la maison, sont venus s'ajouter une cinquantaine de variétés de fruits et légumes, sans oublier les fleurs. Depuis, on vient au Chêne Vert pour faire ses courses autrement, en famille, un peu comme on irait pique-niquer. Profiter avec nos enfants, leur faire découvrir le bonheur de la cueillette, les différents légumes, comment ça se produit, comment ça pousse. Retour à la terre, dégustation de produits frais de proximité. La cueillette a tout pour plaire, même au porte-monnaie des consommateurs. La météo avec la CPAM Côte d'Opale. Simplifiez vos démarches de santé. Ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Malheureusement, le temps va se dégrader lentement ce vendredi sur nos régions. Et si le début de journée est encore ensoleillé, en cours d'après-midi, les nuages vont se montrer de plus en plus menaçants et des averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, sont attendues avant la soirée. Sur l'animation satellite, on va retrouver la perturbation justement sur le proche Atlantique qui va progressivement gagner l'ouest de la France dans la matinée de vendredi, puis qui va favoriser le développement de ces nuages instables qui vont nous concerner ce vendredi en toute fin de journée. D'ici là, bien sûr, c'est encore du beau temps. En tout cas, sur l'Euro-région, à la mi-journée, un ciel qui redevient variable. Vous voyez que les nuages sont de plus en plus présents et ce sont ces mêmes nuages, ces cumulus, qui vont se développer et atteindre le stade de cumulonimbus en fin de journée. Ce sont eux qui donneront les averses et les orages. En tout cas, sur la Côte d'Opale au petit matin, un ciel variable, encore de belles périodes ensoleillées et des températures très élevées au lever du jour puisque les minimales avoisineront les 15 à 16 degrés. On est toujours au-dessus des normales de saison. Pour l'après-midi de ce vendredi, on commence avec un ciel d'abord variable, instable, et puis des averses qui vont commencer à gagner le Pas-de-Calais dans un premier temps, puis ensemble du nord dans la journée avec des coups de tonnerre certainement avant la soirée. Les températures maximales, elles baissent très légèrement mais restent très élevées, 22 à 27 degrés en bord de mer et encore jusqu'à 29 degrés dans les terres. La tendance maintenant pour les prochains jours, ça va se dégrader un peu pour samedi et dimanche. Bon, ça se voit pas tellement sur les cartes, mais ce sont des averses qui devraient plutôt se produire en fin de journée et en soirée, accompagnées d'un coup de tonnerre. Et regardez la tendance pour le début de la semaine prochaine, même si les nuages redeviennent prédominants, les températures restent tout de même très élevées pour la saison. C'est donc l'amorce d'un changement de temps ce vendredi et cela devrait même se poursuivre ce week-end et une grande partie de la semaine prochaine. À demain. La météo avec la CPAM Côte d'Opale. Simplifiez vos démarches de santé. Ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Envie de passer un bon moment en famille? Sportica Gravelines, c'est 100% loisirs. Envie de se bouger, de rire, de s'éclater? Piscine, cinéma, roller, bowling. Sportica vous propose 7 forfaits comprenant de 2 à 3 activités sur la journée, de 4 à 9 € par personne. Pour vous restaurer, une cafétéria, un restaurant et une pizzeria sont à votre disposition. Qu'il fasse beau ou pas, c'est à Gravelines que vous vous retrouverez. Pour retrouver le plaisir d'entendre, rendez-vous chez votre audioprothésiste Entendre. Bénéficiez d'un bilan auditif et d'essais gratuits sans engagement, de nombreux services et d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre démarche. Entendre,
et la vie recommence. Pour connaître l'audioprothésiste Entendre le plus proche de chez vous, appelez le 3220 et dites Entendre ou connectez-vous www.entendre.com. Circulez sans limite sur l'ensemble du réseau Marinéo pendant 12 mois pour un prix très avantageux. Avec la carte Elite, vous gagnez sur toute la ligne. Vous profitez de 2 à 3 mois gratuits pour un nombre de trajets illimité et vous bénéficiez également de la possibilité de payer en plusieurs fois. Pour la rentrée, maîtrisez votre budget transport et partez gagnant avec la carte Elite. La ville de Coudekerque-Branche fait son cinéma et vous invite les 7 et 8 septembre à la fête de la nature et de la Flandre. De nombreuses animations vous attendent au parc du Fort-Louis. Brocante géante avec 2000 exposants et parade des géants. Le samedi à 16h30, concert du collectif Métissé. Et en soirée, un spectacle pyro-symphonique. Le dimanche dès 16h, concert gratuit de Lara Fabian. La fête de la nature et de la Flandre, c'est ce 7 et ce 8 septembre à Coudekerque-Branche. TV Avantage, enfin un programme télé gratuit, grande chaîne, dans votre boîte aux lettres, tous les 15 jours. Un max de bonne humeur avec les bons plans de sa ville. Plus d'infos, www.tvavantage.com. Et merci de nous rejoindre sur Opale TV pour la suite de Tous Opale. C'est le printemps, peut-être que ça ne se voit pas toujours en ce moment. Mais si l'on regarde un peu la région, elle est fortement fleurie, notamment grâce au Conseil général du Pas-de-Calais, toujours en compagnie donc de Bertrand Petit. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc conseiller général pour le département du Pas-de-Calais, en charge des politiques des réussites citoyennes, et également président de Pas-de-Calais Tourisme. Nous a rejoint sur ce plateau Françoise Droulez, la présidente de l'association des parcs et jardins du Nord-Pas-de-Calais, qui eux aussi sont en pleine fleur actuellement, même si le soleil n'est pas toujours là. Il y a vraiment de très belles choses que vous allez nous présenter un peu plus tard dans cette émission. Avant cela, on va faire un petit zoom tout simplement sur le dispositif que l'on connaît bien dans toutes les villes de France, le concours national du fleurissement donc des villes et villages du Pas-de-Calais. À l'entrée notamment des villes et des villages, on peut avoir donc ces panneaux, Bertrand, qui montrent finalement le degré de fleurissement en fait, de la ville. Oui, tout à fait. Bonsoir, tout d'abord. Oui, effectivement, le concours national des villes et villages fleuris se traduit dans certaines communes par l'apposition d'une signalétique spécifique avec, comme on peut le voir, une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, voire 4 fleurs, qui correspond au degré de labellisation des communes et donc, je ne vais pas dire au degré de fleurissement, mais disons aux efforts, au niveau des efforts qui sont réalisés par cette commune pour fleurir les espaces publics et parfois privés aussi. Et le département du Pas-de-Calais est plutôt bien positionné. Beaucoup de communes ont ce panneau à l'entrée de la ville. Notamment, je pense à Boulogne-sur-Mer ou encore le Touquet-Paris-Plage et Montreuil, des villes 4 fleurs cette fois-ci. Et puis d'autres, des petits villages effectivement qui en ont un peu moins. Donc vous avez décidé d'aller plus loin avec donc le Pas-de-Calais Tourisme en organisant cette opération Fleurir le Pas-de-Calais pour toutes celles et ceux finalement qui veulent mettre la main à la pâte et embellir le département. Oui, nous avons voulu rebaptiser cette opération Fleurir le Pas-de-Calais parce que le mot concours nous semblait être quelque chose qui pouvait faire peur. Et des communes se disaient c'est un concours, on ne sera pas à la hauteur, on a un petit budget à consacrer au fleurissement et donc nous avons souhaité ouvrir davantage à corps l'opération Le Fleurissement à l'ensemble des villes et des villages du Pas-de-Calais pour peut-être obtenir à terme une participation de plus de 300 communes qui nous permettrait de pouvoir prétendre au label département fleuri. Mais dans l'esprit, tout d'abord, c'est pour vraiment faire en sorte que chacune et chacun des collectivités, des maires, des élus, prennent conscience que le fleurissement, c'est quelque chose à la portée de tous. Alors on voit des images du département du Pas-de-Calais, de certaines communes, là en l'occurrence du côté de Calais. Toutes ces communes doivent répondre à certains critères que vous, en fait, vous imposez.
Oui, le premier degré, c'est le degré départemental, l'échelon départemental, où nous recueillons les inscriptions, donc à Pas-de-Calais Tourisme, nous recueillons les inscriptions des communes qui souhaitent s'engager dans l'opération, et ensuite nous leur adressons un avis de passage d'un groupe de conseillers qui comprend un élu, un conseiller général, souvent du secteur, des techniciens, des villes, encore en activité ou en retraite, ainsi que un ou deux agents de Pas-de-Calais Tourisme qui rendent visite à la commune qui s'est inscrite pour regarder ce qui s'y fait, prodiguer des conseils, des observations et échanger avec les élus et la population. Donc là, par exemple, on vient de voir quelques images de 800. Là, maintenant, c'est d'Èvres. Donc vous faites une petite balade au fil des rues, des tours, et vous regardez un petit peu de quelle manière, en fait, les bâtiments, par exemple, sont mis en valeur à travers le fleurissement. Oui, parce que dans les critères d'appréciation, il y a bien évidemment le fleurissement, mais il n'y a pas que le fleurissement qui intervient. Il y a aussi la propreté dans la commune, les actions de valorisation et de préservation du patrimoine urbain ou rural de ces communes. La propreté, je l'ai dit. Et tout cela joue évidemment pour l'accueil des touristes. Bien sûr. Qui sont fortement présent d'ailleurs sur le département du Pas-de-Calais. On sait que le fleurissement, c'est un élément qui contribue d'abord au bien-être des habitants de la commune ou des villes et des villages concernés. On sait aussi que c'est un formidable outil de promotion et de valorisation de l'image de la commune. Et puis c'est aussi une marque d'un accueil de qualité pour tous les touristes qu'on veut voir venir et qu'on veut accueillir dans notre beau département touristique du Pas-de-Calais. Effectivement, même quand le soleil n'est pas au rendez-vous, on apporte le soleil à travers ces fleurs que l'on vient de voir. Donc c'est un dispositif en fait qui est à destination des communes. Est-ce que les particuliers aussi peuvent vraiment y participer et puis peut-être être en contact avec les différents partenaires qui sont sur l'opération ? Oui, tout à fait, parce que parallèlement à cette opération Fleurir le Pas-de-Calais, donc qui s'adresse aux collectivités locales, vous l'avez compris, il y a aussi l'organisation au niveau de Pas-de-Calais Tourisme du concours. Là, le terme concours est véritablement le terme approprié, concours des maisons fleuries, et qui se fait sur présentation d'un dossier avec des photographies des parcs, des jardins, des balcons qui sont fleuris par les particuliers et qui sont eux aussi récompensés lors de la journée de remise des trophées et des récompenses que nous organisons au cours du mois de novembre. Et d'ailleurs, à ce propos, Bertrand, nous sommes allés chez un particulier qui a d'ailleurs participé à ces différents concours, qui a reçu quelques prix. Il s'agit de Patrick Caron, qui est installé du côté de Cuques, qui nous a ouvert les portes de son jardin. C'est un jardin extraordinaire que l'on peut apercevoir de la rue en passant devant la maison de Patrick Caron. Un endroit luxuriant sur une surface plutôt modeste. Modeste est le mot qui convient aussi pour qualifier le jardinier qui a acquis son expérience avec les années. C'est en forgeant qu'on va être forgeron, c'est pareil. Bon, je ne suis pas jardinier à l'origine, donc c'est une histoire de feeling, oui, quand même, je pense. Ouais. Puis surtout d'aimer la nature et puis d'aimer faire ça, quoi. Puis le travail, au fur et à mesure, ça se fait naturellement. Faire vivre 100 espèces dans 150 mètres carrés, c'est le défi qu'a relevé Patrick. Un jardin miniature où cohabitent les fleurs et les arbres. Tout est coupé vis-à-vis de la grandeur du jardin, en bonsaï, comme on dit. Et puis c'est pas trop haut, pas trop petit. Pour le cadre, c'est ce qu'il faut. Tu as sur tige qu'il faut tailler. On est toujours là avec le ciseau, tout ça. Bon, ça passe une branche. Ça y est, on coupe. Cet arbre, à l'origine, il fait partie des cèdres. Là, actuellement, si je ne l'avais pas coupé, il serait à 10 mètres de hauteur. Donc, il est coupé depuis 25, 30 ans. Toute l'année, le jardin de Patrick Caron vit avec les saisons. L'été, les fleurs viennent l'égayer de 1000 couleurs. Pas étonnant alors qu'il gagne régulièrement des prix communaux et même départementaux. Et sûrement qu'il participera à nouveau, Patrick, aux différents concours que vous venez de nous présenter il y a quelques instants, Bertrand. Des petits jardins, mais aussi des grands jardins, Françoise, dans la région. Tout à fait. D'abord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, vous êtes donc la présidente de l'association des parcs et jardins du Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait. Une initiative, qui était à l'origine au département du Pas-de-Calais et qui s'est élargie au département du Nord. Tout à fait. On a commencé dans le Pas-de-Calais, puis nous avons pris le Nord ensuite. Et maintenant, nous sommes rattachés au comité
Société des parcs et jardins de France. Quel est l'intérêt? C'est de valoriser justement les parcs qui soient beaucoup privés, de choses, publics. Voilà, c'est ça. C'est de mettre en valeur des jardins publics, quelquefois, des jardins privés, souvent. Ensuite, on est là également pour sauvegarder un petit peu le patrimoine paysager. On est là aussi pour donner des conseils, éventuellement. On fait beaucoup d'échanges avec l'Angleterre et avec la Belgique. Vous sentez que c'est important, Bertrand, en vous baladant justement dans les différentes villes du Pas-de-Calais, pour les citoyens, d'avoir un espace de nature, un poumon vert au cœur de la ville? Oui, je le disais tout à l'heure, c'est important pour les habitants eux-mêmes, tout d'abord, parce que ça répond à une certaine qualité de vie et à un bien-être dans la commune, et aussi un sentiment de fierté de pouvoir dire ma commune, mon village est bien fleuri. Et puis c'est aussi important pour tous les visiteurs, les touristes qui traversent notre département, qui y séjournent, de voir un environnement valorisé, protégé, soigné. C'est vraiment quelque chose de très important auquel je suis très sensible, et je voudrais vraiment en profiter pour saluer et remercier tous les élus, les maires, les particuliers qui font beaucoup d'efforts pour fleurir leur environnement. Effectivement, et toutes celles et ceux qui ouvrent leurs portes de temps en temps. Tout parce à qu'il y a fait, des jardins c'est pas qui une sont petite privés. affaire d'ouvrir, oui, nous ouvrons les portes de notre jardin. Alors vous avez des dates différentes, mais la plupart du temps nous sommes tous ouverts à partir du 1er mai. On va environ jusqu'au 15 octobre environ. Et les gens se rapprochent de plus en plus de la nature. C'est un constat qu'on peut faire tous les jours. Et je pense également qu'on leur fait grand bien parce que les gens se calment quand ils rentrent dans nos jardins. Et quels sont les jardins, par exemple sur la Côte d'Opale, les merveilles que l'on peut aller voir? Alors nous avons évidemment, je pense déjà à Grande-Synthe, qui a fait un travail sur la biodiversité extrêmement important. Vous avez ensuite le jardin de Conteval, qui se trouve vers Boulogne. Que l'on va découvrir dans quelques instants. Là, on voit des images de celui de Saint-Omer également. Alors, le jardin de Saint-Omer est en même temps un jardin historique, il faut le savoir. Donc, un jardin très important, très soigné, très agréable parce qu'il se trouve en ville, donc très facile d'accès pour le public, des arbres centenaires. Vraiment des choses très intéressantes, très riches botaniquement. Riche d'un point de vue donc fleurs, arbres aussi, des essences que vous essayez de préserver, de conserver, ou peut-être de remettre au goût du jour. Voilà. En fait, la ville de Saint-Omer a fait à un moment donné un peu si vous voulez, le répertoire de ce qu'elle possédait, et elle a mis en valeur des sujets qui étaient quelquefois un tout petit peu en recul. Il y a par exemple un ginkgo biloba absolument incroyable, etc. Et d'autres arbres comme un sophora aussi, de mémoire. C'est ce que l'on peut voir à Saint-Omer. Il est très beau ce parc, effectivement, et regardez les touristes se mettre en scène lorsqu'ils sont devant ces parterres de fleurs. Un autre jardin remarquable, celui-ci que vous allez reconnaître, j'en suis sûre, Françoise. Bien sûr, la perle des Flandres, le mont des Récollets. On aperçoit l'heureux propriétaire et le grand jardinier qui est monsieur Caron, évidemment, et puis monsieur de Quillac. Voilà, il s'agit d'un jardin qui a obtenu le label Jardin Remarquable. Et on les salue évidemment, tous ces passionnés de jardinage, tout comme Sébastien Hoyer, vous l'évoquiez très rapidement tout à l'heure, à Capelle-les-Boulogne, le jardin de Conteval, un jardin classé monument historique. Le propriétaire nous a ouvert ses portes. Voici donc la découverte de ce jardin remarquable. C'est un jardin extraordinaire que C'est un petit coin de paradis niché au cœur du pays boulonnais. Un bijou imaginé il y a 250 ans par le baron de Courset, savant botaniste. À l'époque, Louis XVI offre 200 hectares de forêt royale à deux frères, les Delporte. Éleveurs de moutons et concurrents directs des Anglais, le baron transforme alors 8 hectares de terre en merveille, un des premiers jardins paysagers d'influence anglaise, le jardin de Conteval. Les alignements sont très calculés, de façon à ne pas y ressembler. Dans un jardin à la française, en fait, on cherche à avoir un ensemble rectiligne. Et là, de fait, les alignements sont faits pour être oubliés dans des lignes courbes et juste laisser passer la vue dans des perspectives dans le lointain. Sur ce terrain en forme de butte, les frères Delporte entreprennent la construction d'une bâtisse, symbole de leur réussite. Une maison d'influence anglaise, implantée en haut de la crête et orientée plein nord.
Ce qui est intéressant, c'est que de la maison, avec les perspectives, on peut voir le jardin et les trouées sur le boulonnais. Et lorsque l'on se promène par l'allée de Ceinture, les différentes perspectives nous ramènent toujours à un point central qui est la maison. Donc elle a double sens en fait dans son implantation. Le domaine de Comteval traverse les siècles tant bien que mal. Le jardin est laissé à l'abandon au 19e. La maison devient commandantour des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, faute d'entretien, le tracé initial du jardin a même disparu. Alors, en 1994, débute un grand chantier pour remettre en lumière ce joyau. 1500 arbres sont abattus. On redécouvre en fait le cheminement qu'avait imaginé le baron de Courset. Il a fallu vraiment s'imprégner de son esprit, relire tous ses textes, relire tous ses écrits et voir qu'il maîtrisait absolument parfaitement, lui, l'un des premiers, le jardin paysager dit à l'anglaise. Grâce à ce débroussaillage gigantesque, Sébastien et sa famille redécouvrent les subtilités du jardin. Des espèces se dévoilent, de nouvelles floraisons insoupçonnées apparaissent. Comteval et sa richesse botanique se réveillent. On peut considérer qu'il y avait 3600 plantes indigènes et exotiques dans le jardin. Et avec les malheurs de la guerre et du temps, on peut considérer qu'il n'y avait plus qu'une centaine d'espèces de plantes. Donc l'intérêt, c'est de recréer cette collection dont on a toute la liste. Et donc on est à peu près au tiers de la réimplantation des collections dans le jardin. Bon, ça, c'est un petit magnolia d'une variété rare. Et qui deviendra grand. Qui deviendra grand peut-être comme ce châtaignier rescapé de la Révolution française. Comteval est comme un trésor, empreint d'histoire. Il est d'ailleurs classé monument historique depuis 2006. Son passé et sa richesse botanique portent le germe d'un avenir plein de promesses. Et vous allez pouvoir vous mettre dans l'ambiance de ce jardin le week-end prochain, les 1er et 2 juin, avec des portes ouvertes qui sont organisées, Françoise, avec une multitude d'animations dans ce jardin. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous aurez chez Sébastien, vous aurez une fête des plantes. Il y aura, je crois, un concert. Il y aura sans doute l'intervention peut-être d'un botaniste, je crois. Et il y aura évidemment la visite guidée très détaillée de Monsieur Sébastien. Et oui, un grand passionné comme toutes celles Un grand et ceux passionné que vous comme nous tous les présentez propriétaires, tout à fait. Effectivement, on peut avoir plus d'informations concernant les animations, les organisations de visites que vous proposez tout au long de l'année sur le site internet parc-et-jardin-npdc.fr. Et puis si vous souhaitez participer donc au fleurissement du Pas-de-Calais, direction le site internet prévu à cet effet, c'est ville et villagefleuri.com pour le dispositif sur l'ensemble de la France. Et puis pour le Pas-de-Calais, donc fleurir-pas-de-calais.com. Les deux sites donc s'affichent au bas de l'écran actuellement. Merci à tous les deux d'avoir été. Merci. La météo avec la CPAM Côte d'Opale. Simplifiez vos démarches de santé. Ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Malheureusement, le temps va se dégrader lentement ce vendredi sur nos régions. Et si le début de journée est encore ensoleillé, en cours d'après-midi, les nuages vont se montrer de plus en plus menaçants et des averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, sont attendues avant la soirée. Sur l'animation satellite, on va retrouver la perturbation justement sur le proche Atlantique qui va progressivement gagner l'ouest de la France dans la matinée de vendredi, puis qui va favoriser le développement de ces nuages instables qui vont nous concerner ce vendredi en toute fin de journée. D'ici là, bien sûr, c'est encore du beau temps. En tout cas, sur l'euro-région, à la mi-journée, un ciel qui redevient variable. Vous voyez que les nuages sont de plus en plus présents et ce sont ces mêmes nuages, ces cumulus, qui vont se développer et atteindre le stade de cumulonimbus en fin de journée. Ce sont eux qui donneront les averses et les orages. En tout cas, sur la Côte d'Opale au petit matin, un ciel variable, encore de belles périodes ensoleillées et des températures très élevées au lever du jour puisque les minimales avoisineront les 15 à 16 degrés. On est toujours au-dessus des normales de saison. Pour l'après-midi de ce vendredi, on commence avec un ciel d'abord variable, instable, et puis des averses qui vont commencer à gagner le Pas-de-Calais dans un premier temps, puis ensemble du nord dans la journée avec des coups de tonnerre certainement avant la soirée. Les températures maximales, elles baissent très légèrement mais restent très élevées, 22 à 27 degrés en bord de mer et encore jusqu'à 29 degrés dans les terres. La tendance maintenant pour les prochains jours, ça va se dégrader un peu pour samedi et dimanche. Bon, ça se voit pas tellement sur les cartes, mais ce sont des averses qui devraient plutôt se produire en fin de journée et en soirée, accompagnées d'un coup de tonnerre. Et regardez la tendance pour le début de la semaine prochaine, même si les nuages redeviennent prédominants, les températures
températures restent tout de même très élevées pour la saison. C'est donc l'amorce d'un changement de temps ce vendredi et cela devrait même se poursuivre ce week-end et une grande partie de la semaine prochaine. À demain. La météo avec la CPAM Côte d'Opale. Simplifiez vos démarches de santé. Ouvrez votre compte sur amélie.fr, le site de l'assurance maladie. La ville de Coudekerque-Branche fait son cinéma et vous invite les 7 et 8 septembre à la fête de la nature et de la Flandre. De nombreuses animations vous attendent au parc du Fort-Louis. Brocante géante avec 2000 exposants et parade des géants. Le samedi à 16h30, concert du collectif Métissé. Et en soirée, un spectacle pyro-symphonique. Le dimanche dès 16h, concert gratuit de Lara Fabian. La fête de la nature et de la Flandre, c'est ce 7 et ce 8 septembre à Coudekerque-Branche. Surveillez bien vos frites, parce qu'avec le Trucmuche, t'es dégoté frites, t'es gagné le baraque. Cette année, Trucmuché sur le thème de la cuisine régionale. Jouez au Trucmuche et tentez de gagner une maison, des voitures et des milliers de cadeaux. À partir du 13 septembre, rendez-vous dans La Voie du Nord, La Voie des Sports et sur trucmuche.fr. Circulez sans limite sur l'ensemble du réseau Marineo pendant 12 mois pour un prix très avantageux. Avec la carte Elite, vous gagnez sur toute la ligne. Vous profitez de 2 à 3 mois gratuits pour un nombre de trajets illimité et vous bénéficiez également de la possibilité de payer en plusieurs fois. Pour la rentrée, maîtrisez votre budget transport et partez gagnant avec la carte Elite. Sur la façade sud du continent asiatique, l'Inde occupe une immense péninsule qui pourrait englober 6 fois la France. La taille du pays justifie le statut de sous-continent et explique l'importance des cultures qui y sont nées. Le nord de l'Inde a donné à ce qui fut un empire un patrimoine exceptionnel et la capitale de la fédération, Delhi. New Delhi, la ville moderne au tracé géométrique, est agencée autour d'un axe principal, le Rajpath. Comme le Parlement, la plupart des bâtiments administratifs ont été dessinés par les Anglais. Au début du XXe siècle, la ville était en effet la capitale des Indes britanniques. L'architecture victorienne y étale ses formes imposantes. Malgré l'indépendance, proclamée en 1947, New Delhi est restée la plus occidentale des villes indiennes, avec ses larges voies de communication et ses vastes espaces où la priorité est accordée à la verdure. Le Rajpath est fermé à une extrémité par la porte de l'Inde, un monument élevé à la mémoire des soldats indiens morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. L'édifice abrite le